Alors, je propose en fait que nous écoutions toutes les restitutions. Alors, n'hésitez pas dans la restitution à dire aussi ce qui vous vient, comment vous avez vécu le groupe, ce que vous avez pu comprendre ou entendre de ce qu'on a pu dire. Mais vous pouvez aussi dire comment ça s'est passé dans le sous-groupe. Enfin voilà, cette restitution est assez libre et elle est pour vous, en sachant que, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'implication était plus, parce que vous voyez, par rapport à un groupe de co-développement, on n'a pas le temps. Vous êtes avec des gens, alors même, on a vu, les conditions physiques ne sont pas forcément réunies, puisqu'on a vu qu'il y avait même un groupe qui était assis par terre. Donc, pas de bonnes conditions physiques, des gens qu'on ne connaît pas, une implication plus, et une difficulté au niveau du temps, puisque vous aviez 25 minutes à peine. Ça montre combien aussi il faut vraiment du temps. Je crois que c'est bon. On essaye de vous faire prendre conscience de la mise en situation de ce que ça peut être quand on est dans un groupe de co-développement. Et on voit même aussi au niveau de la constitution des groupes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait dit 12 personnes, enfin 8-12 personnes. Moi, je voyais bien dans le sous-groupe-là que déjà même au plus de 10 personnes, c'est difficile pour que tout le monde puisse prendre la parole. Voilà, donc on reparlera de tout ça après. Donc l'idée, c'est que ça suscite aussi des questions, ces expérimentations. Pour l'instant, je propose que nous écoutions donc les 4 restituteurs, les uns après les autres, et puis après, on échangera ensemble sur l'ensemble, à la fois donc, les témoignages, cette expérimentation et vos questions, en sachant qu'on s'arrête à 11h30. Voilà, donc nous écoutons le premier restituteur. Sonia, on peut l'encourager. Bonjour, ça va être très simple et assez court aussi. Je pense qu'on a été assez efficace d'ailleurs. La question que j'ai soulevée, proposée au groupe, c'est comment je pouvais faire adhérer les membres d'un conseil d'administration d'une association à une organisation plus horizontale. Donc je ne sais pas, c'est peut-être dans l'air du temps. Ça résonne grave dans la salle. Donc voilà, c'est une proposition de ma part sur une association qui est composée d'activistes qui militent pour l'égalité femmes-hommes dans le secteur des arts et de la culture. Donc sur les questions d'égalité femmes-hommes aujourd'hui. Donc c'est un conseil d'administration composé de 13 personnes, 13 femmes. On est pour la mixité, bien sûr, mais on voit bien que les questions d'égalité n'intéressent pas beaucoup les hommes. Bref, c'est pas grave, on a l'habitude. On travaille avec d'autres groupes. Bref. Alors, cette question, moi, me taraude en tant que membre du conseil d'administration et j'ai demandé au groupe, voilà, comment, petit à petit, ils pouvaient trouver des solutions pour amener cette question de l'horizontalité de la gouvernance dans une association, somme toute composée d'une petite centaine d'adhérents et d'un conseil d'administration de 10-13 personnes. Donc voilà, une structure à taille humaine. Donc il m'a été restitué plusieurs pistes. D'abord, de travailler un petit peu sur les avantages concrets pour convaincre les personnes au sein du conseil d'administration qui seraient un peu résistantes ou qui ne trouveraient pas les avantages ou qui ne comprendraient pas quel serait l'intérêt à ce qu'il y ait une organisation plus horizontale et collégiale et non pas hiérarchique avec un bureau composé d'un trésorier, une trésorière et une présidente. Donc c'était de noter noir sur blanc ces avantages concrets et de faire adhérer 4-5 personnes qui seraient un peu indécises au conseil d'administration et qui pensent actuellement que c'est un peu utopique, que de toute façon ça ne marche pas, que c'est pas efficace, on le voit tous les jours et qu'il faut garder cette structure hiérarchique qui, elle, on a l'assurance, qui fonctionne bien. En même temps, quand on demande qui veut être président, qui veut être secrétaire et trésorier à la prochaine Assemblée Générale, personne. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez significatif. Personne ne se prononce, mais tout le monde est pour. Donc voilà, je suis prise dans ce dilemme-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre le conseil de lire un ouvrage qui s'appelle « Réinventer les organisations » de Frédéric Laloux. Ça m'intéresse beaucoup, je vais en prendre note.
Et puis, voilà, cibler, donc comme je le disais, travailler sur les avantages. Qu'est-ce que tout le monde a gagné dans cette organisation-là? Donc le mettre bien noir sur blanc. Et puis se saisir des exemples des autres collectifs, parce que nous, on est un collectif sur l'Île-de-France, mais il y a 10 autres collectifs en France qui font le même travail que nous. On est une fédération, en fait. Et tous les autres collectifs ont une organisation collégiale. Donc il n'y a que l'Île-de-France qui fonctionne avec un bureau composé d'une présidente et d'une trésorière. Et du coup, c'était d'aller savoir et comprendre un petit peu comment elles fonctionnaient, les autres collectifs, dans cette forme de collégialité, de gouvernance partagée, pour en prendre note et le restituer au collectif d'Île-de-France. Voilà, faire un peu un travail de recherche et éventuellement de bonnes pratiques et de les valoriser pour en faire partager le collectif HF Île-de-France. Voilà. Merci Sonia. Donc nous passons à un autre restituteur d'un groupe. Je ne voudrais pas être trop long non plus. Parce que par nature, je suis du Midi, vous savez, moi, alors... oui, alors, je prends la parole. Je ne voudrais pas être redondant parce que ce que vous avez dit est extrêmement riche. On a évoqué un certain nombre de problèmes que vous avez soulevés. Je voudrais me présenter 2 minutes, parce que vous comprendrez pourquoi. Je suis donc président d'un groupe de mutuelles qui embrasse l'ensemble des professions judiciaires. Donc je suis d'origine justice, magistrat. Et on a parlé du conseil d'administration. Moi, j'ai un conseil d'administration de 27 personnes. Et c'est un conseil d'administration difficile parce que vous avez différentes catégories. Et des catégories, j'allais dire, des agents d'exécution, des agents de conception et puis les magistrats, c'est-à-dire ceux qui sont en haut. Le problème, c'est qu'il faut faire en sorte que la parole au sein d'un conseil d'administration ne soit pas hiérarchisée, mais soit libérée. Et la difficulté est majeure. Elle est difficile pour tous les conseils d'administration. Elle est encore plus difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'en plus, les conseils d'administration aujourd'hui, et c'est vrai également dans le monde associatif, dans le monde de l'économie sociale, prennent des décisions, ce sont eux qui prennent des décisions. Ce n'est plus le chef charismatique qui se renouvelait d'année en année pendant 20 ans ou 30 ans, qu'on avait du mal d'ailleurs à remplacer. Maintenant, vous avez des conseils d'administration qui réellement prennent la décision. Et c'est vrai que moi, j'ai un véritable problème, c'est que vous avez des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont une expérience qui peut être des plus-values au sein du conseil d'administration et qui hésitent à parler. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas armées dans l'expression orale pour exposer d'abord le problème qu'elles ressentent et puis ensuite donc le faire partager par l'ensemble des membres du conseil. Alors, c'est vrai qu'on a échangé le problème que nous avions, mais c'est moi qui suis un peu sourd, donc le problème est réglé. On avait du mal quelquefois à entendre les interventions intéressantes qui avaient lieu dans le groupe. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que on parle de co-développement. Je disais, moi, que le co-développement doit aboutir quand même à un résultat, à une décision qui fait avancer. Parce qu'autrement, ça sert à rien, on peut se réunir pour se réunir à une association intéressante, mais dans un groupe, dans une entreprise, je suis patron d'une entreprise, il faut se développer. Donc il faut voir comment on peut le faire. Effectivement, je crois, moi, beaucoup au groupe. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. J'ai eu quelques éléments de réponse là, savoir comment on supprime les catégories. Et c'est vrai que supprimer les catégories, quand vous avez un type qui a été 30 ans magistrat, il reste magistrat. Vous me suivez? Ah oui, non, mais quand il est à la paix, à l'administration pénitentiaire, on a du mal à se dépouiller de sa fonction. Effectivement, le propre du coordinateur, du président du conseil d'administration, c'est de faire en sorte qu'il se dépouille de cette fonction et qu'il soit véritablement, lui, ce qu'il pense, ce qu'il veut dire. Et qu'il soit administration pénitentiaire, PJJ, peu importe, il a du bon sens, il a été élu, il a une légitimité, donc il faut qu'il puisse peser sur la décision.
c'est la difficulté que j'ai, moi, au sein du conseil d'administration. Donc, je ne voudrais pas monopoliser donc, la parole. Je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai quelques pistes là de solutions. Je vais essayer de les exploiter. Et je suis content, je remercie Christine. Et je suis désolé d'avoir été trop bavard. Merci beaucoup pour ce témoignage. On écoute un troisième restituteur. Oui, après c'est vraiment une exposition. Il faut que je fasse une petite danse avec. Donc voilà, alors donc j'ai exposé un petit peu ma situation. Je suis conseiller en insertion et formateur au sein d'un ESAT, c'est-à-dire un établissement de soutien et d'aide par le travail, spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. On a une spécificité dans notre ESAT, c'est que c'est un ESAT de transition, c'est-à-dire pour raccrocher les personnes au milieu ordinaire, c'est-à-dire le milieu du tout venant. Alors la problématique que moi je rencontre, ça fait 8 mois que je suis dans cet établissement, et c'est que assez rapidement, de par ma formation, j'ai fini il n'y a pas longtemps une formation au CNAM sur le développement des compétences, l'analyse du travail, c'était fort intéressant, mais après la mise en pratique, c'est un peu plus dur. Donc j'ai proposé de mettre en place ce que je n'ai pas appelé de l'analyse de pratique, mais en tout cas des échanges de pratiques entre ce qu'on appelle les usagers, qui sont en fait les travailleurs, de façon à ce qu'ils puissent échanger, prendre du recul aussi sur leur manière de travailler, et puis monter en compétence, c'est-à-dire apprendre un petit peu à parler aussi de ce qu'ils font, et pas simplement être des robots avec une fiche de poste. Et puis naturellement qu'il y ait quand même une question, surtout pour des personnes en situation de handicap, de subjectivité de l'individu qui rentre dans le travail et qui sentent vraiment se reconstruire et reprennent confiance en eux. Alors la problématique, c'est que j'ai reçu une réponse de la direction un petit peu en demi-teinte, c'est-à-dire pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais si c'était le cas, ce ne sera pas vous qui l'animerez, ce sera ce qu'on appelle les responsables d'unité de production. Ce qui est très spécifique dans notre structure, c'est que dans beaucoup des ESAT, ceux qui s'occupent de la production sont des moniteurs éducateurs avec une certaine formation. Chez nous, ce sont d'anciens professionnels du secteur. Donc des personnes qui n'ont aucune formation autour du handicap, ni autour de la construction par et dans le travail, et qui, professionnellement, au niveau de leur histoire, ne s'en posent pas. Donc il y a une tension là, à l'endroit où je travaille, entre la production, parce que finalement c'est ce qui ramène des sous à l'ESAT, et ce comté où on voudrait faire de l'insertion et du développement. Donc moi je me retrouve là-dedans, alors je remercie le groupe, parce qu'en ce moment c'est vrai que je suis dans la colère, clairement, parce que j'ai essayé de tenter des choses, les réponses elles sont toujours comme je disais en demi-teinte, donc on louvoie, mais il n'y a rien qui est mis en place. Donc là dans les propositions, effectivement, ça m'a permis de prendre un petit peu du recul, pour peut-être essayer de refaire un petit peu ma présentation, représenter les choses, en quoi effectivement un atelier d'échange de pratiques, ça pourrait être utile pour les faire monter en compétences, comme quoi ça servirait l'insertion et même la présentation en milieu ordinaire, sachant que même sur le projet des travailleurs, je ne peux pas travailler dessus parce qu'il n'y a pas le temps. On m'a proposé de les rencontrer une fois par mois pendant un après-midi, donc pour travailler sur du projet professionnel, vous imaginez bien ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de suivi, il n'y a aucune possibilité d'agir. Donc voilà, donc je remercie le groupe. Je vais peut-être essayer de revoir ma copie envers la direction. En même temps, là j'en suis au point où je suis le seul conseiller en insertion dans les ESAT, où je me bats un peu contre des moulins à vent. Donc moi aussi, au bout d'un moment, je vais avoir besoin de me protéger. Donc voilà, c'est à voir, mais en tout cas, voilà. Très bon exercice et merci. Merci pour cette restitution. Donc on écoute le quatrième restituteur. Bonjour à tous. Moi, je suis travailleur social spécialisé dans une équipe d'assistante sociale. La problématique que j'ai apportée aujourd'hui, c'est la difficulté que je rencontre au quotidien au sein de l'équipe. Une équipe qui est complètement scindée en deux, avec énormément de conflits. De ma place de spécialisée, je suis un petit peu en dehors des problématiques de l'ensemble de l'équipe et en même temps je suis confrontée aux relations avec mes collègues qui sont dans des conflits qui peuvent devenir parfois personnels.
Du coup, comment trouver, ma question c'était comment retrouver un espace de travail sain et serein dans l'intérêt de l'équipe, dans mon intérêt, mais aussi dans l'intérêt du public. Moi, je voulais d'abord remercier le groupe qui a été dans une implication incroyable. Je me suis sentie comprise. J'ai eu plein de retours qui ont fait beaucoup écho aux questions, aux choses que j'ai pu mettre en place aussi dans le quotidien, d'analyser effectivement le pourquoi ces conflits, la place de la direction qui ne prend pas forcément sa place dans une institution qui dysfonctionne. J'ai pas beaucoup de réponses, plein de pistes, et en même temps je suis très frustrée qu'on est obligé de s'arrêter. J'aurais bien continué toute la journée pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de vos 4 témoignages, parce que je disais tout à l'heure que c'était une forte implication qu'on vous demandait là, voilà, avec très peu de temps. Donc, franchement, vous voyez, je disais ce matin quand on a commencé, on va essayer de co-construire de l'intelligence collective. Merci pour cette frustration, parce que vous voyez, c'est ça, en fait. Pour moi, l'intelligence collective, c'est se dire, mais oui, avec les autres différents, quand les autres s'impliquent, quand les autres sont vraiment eux-mêmes et pas dans des stratégies individuelles, eh bien, oui, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'intersubjectivité, voilà. Et moi, j'y crois. Enfin, voilà. Donc, peut-être, il nous reste 10 minutes, si on veut tenir le cadre. On avait dit qu'on s'arrêterait à 11h30. Donc, on peut, avant le mot de la fin, revenir sur des questions, des témoignages. Voilà, c'est ouvert sur l'ensemble de la matinée. Ce que ça vous a permis. Voilà, il y a encore quelques questions. C'est possible d'échanger ensemble. Oui. Alors. Merci. Une réflexion m'est venue à vous écouter tous et toutes. C'est qu'on est beaucoup sur des questions interpersonnelles en soi, où on parle d'empathie, d'écoute, d'exprimer ses émotions. Et effectivement, ça me paraît capital, très important, et on ne l'apprend peut-être pas suffisamment à le faire. Mais également, pour moi, ça pose la question des rapports sociaux, systémiques. En t'écoutant, en écoutant les autres, pour moi, c'est question d'organisation interne, des conflits, des rapports de classe, rapport homme-femme, le témoignage qu'on ait dû faire quand même, un co-développement dédié aux femmes. Je trouve que c'est assez spécifique qu'on ait eu ce besoin-là. Ça marque bien une différence. Et du coup, je me demande dans quelle mesure ces pratiques de co-développement, quand bien même elles sont sur des rapports 1-1 ou 1 à plusieurs, peuvent permettre ou doivent intégrer cette question des rapports sociaux à l'intérieur de nos fonctionnements. Comment les déconstruire et comment avancer, soi-même et ensemble, pour un grand monde où la justice sociale régnerait. Voilà. Oui, alors, on avait des témoins. Moi, j'ai une petite idée sur la réponse, mais je laisse la parole si Jean-Christophe, Karine, Evelyne veulent dire quelque chose sur la question des rapports sociaux dans les groupes de Codev. Oui, alors Jean-Christophe, et puis moi, j'ai quelques idées aussi. Oui, moi, très rapidement, ça ne va pas répondre directement à votre question, mais moi, j'ai été confronté à des groupes de co-développement où on avait... totalement différent des exemples que je vous ai donnés, où j'avais des personnes dans des groupes bancaires qui étaient d'un côté banque de détail et de l'autre côté banque d'affaires. Donc d'une part, si je puis dire, les personnes qui sont en contact des clients dans les petites agences que tout le monde connaît, et puis d'autre part, les vrais financiers, anciens traders et qui allaient devenir senior bankers plus tard. Pour moi, les différences sociales, elles vont rester. Différences de métier, elles vont jamais s'aplanir. En revanche, être capable de se rendre compte qu'on est confronté à des problèmes qui sont similaires, prendre conscience que la problématique d'une personne qui a priori est sur un travail beaucoup moins stratégique ou en tout cas beaucoup moins valorisé que le sien, ça permet de pouvoir travailler ensemble. Voilà, il y a cette prise de conscience dans le co-développement. Je ne pense pas que le co-développement seul puisse permettre d'aplanir les choses, mais voilà, arriver déjà à prendre conscience, c'est une première étape, c'est déjà pas mal, je dirais.
pour faire le lien avec ce que dit Jean-Christophe, effectivement, la prise de conscience des rapports sociaux, des rapports de force, des rapports institutionnels. Enfin, après, vous voyez que ce soit... Là, dans les sous-groupes, on manquait de temps pour éclairer. Alors moi, je vais dévoiler un peu parce que j'étais dans un sous-groupe, mais je voyais bien que certaines personnes auraient eu envie de prendre la parole pour éclairer plus certaines choses. Et on peut très bien, dans un groupe de co-développement, éclairer la question des rapports sociaux. Enfin, vous voyez, et pour moi, ça fait avancer les choses. À Expression, je disais que nous, la référence, c'est la psychosociologie. Donc moi, vraiment, mais plus j'avance, alors vous allez me dire, chacun ses références, mais plus je me dis, ah non, c'est trop génial, la psychosocio. Parce qu'on travaille à la fois la question d'individu, donc la question des émotions, des ressentis, du vécu, on parle avec du jeu, mais il n'y a pas que la psycho. Enfin, vous voyez, il y a aussi la sociologie, les rapports de force. Nous, à Expression, on a aussi des intervenants qui sont anthropologues. Sur les stéréotypes sexistes, on travaille aussi avec ces approches-là. Et pour moi, ce n'est pas une approche contre une autre approche. L'intelligence collective, au contraire, c'est la confrontation de toutes les logiques. Briac est arrivé tout à l'heure, lui il est anthropologue souvent. Nous quand on co-anime, les gens disent « Ah on a bien vu la différence entre un anthropologue et un psychosocio ». Je me dis « Trop génial !» Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que oui, il y a des différences, on ne va pas avoir les mêmes logiques, pas les mêmes points de vue. Voilà, la question, pour rebondir sur ce que dit Jean-Christophe, c'est la prise de conscience. C'est avoir des espaces qui sont un peu protégés, où quand j'écoutais tout à l'heure, vous voyez, juste 25 minutes, on se met dans un groupe et pof, j'expose ma situation. Et je l'expose sans enjeu stratégique, sans « Non, mais je ne peux pas dire ça parce que là, non, je ne peux pas le dire comme ça, mais non, j'ai peur que ceci... » Voilà, j'y vais un peu et puis, il y a quelque chose un peu qui peut se passer. Que ce soit avec des gens en interne ou que ce soit en externe. Et encore une fois, le codev, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Et encore une fois aussi, l'intelligence collective, c'est pas tout le temps... vous voyez, c'est pas à chaque fois qu'on met 10 personnes ensemble, ça y est, ils font preuve d'intelligence collective. C'est pas possible. C'est dévoyer l'intelligence collective. Il y a des conditions. Si vous permettez, Christine. Oui, alors 2 minutes, Jean-Pierre, et puis après... Même pas une minute. Une minute pour répondre à madame une petite recette. Quand je suis arrivé... Entre catégories, on se tutoyait, c'est-à-dire qu'on était dans la catégorie des magistrats, on se tutoyait entre nous. Par contre, on vous voyait les autres. Donc moi, j'exigeais, en arrivant président, il y a maintenant une dizaine d'années, tout le monde me tutoie. Et tout le monde m'appelle Jean-Pierre. Mais en contrepartie, je tutoie et j'appelle par le prénom. Eh bien, je puis vous assurer que ça a permis, d'un certain point de vue, de gommer un peu les clivages qui pouvaient exister. C'est une petite recette et c'était un tutoiement, non pas méprisant, c'est un tutoiement d'empathie. Et chacun faisait l'effort de se connaître et de s'appeler par son prénom. J'ai été trop long. Ça, c'est de l'apprentissage. C'est bien, vous voyez, on y arrive dans le groupe à prendre ensemble. On vous écoute. Oui, bonjour Virginie. Moi, je voulais parler du vivant et interroger sur le vivant. En fait, en ressortant du co-développement même et en me remettant dans l'intelligence collective, je trouve qu'aujourd'hui, le monde du travail perd de son vivant, au sens de l'individu, mais au sens des liens qui se créent aussi entre l'individu et peut-être même de plus d'envie de liens entre les individus pour se protéger et revenir à des basiques. Et je voulais réinterroger là-dessus. C'est... Pour moi, la première pierre à l'édifice et ce vivant, ça rejoint peut-être une question de se dire comment est-ce qu'on est volontaire à des cursus comme ça, comment est-ce qu'on peut finalement engager et emmener, parce qu'on est quand même, me semble-t-il, face d'abord à une question de est-on encore vivant pour s'engager dans des problématiques comme ça, ou comment est-ce qu'on se redonne de la vie? Oui, alors... Je pense justement que la mise en place des groupes de co-développement, on a eu des témoignages tout à l'heure, ça permet de rendre les gens plus vivants. Parce que justement, il y a une prise de risque, il y a le fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas. Il y a le fait que... Enfin, vous voyez, pour moi, ça ne va pas marcher si les gens ne sont pas dans la vie. Enfin, vous voyez, à chaque fois qu'un groupe de co-développement, d'analyse de pratique ou de régulation, enfin tous les groupes collectifs, s'il n'y a pas de la vie,
c'est mortifère et ça s'arrête. Enfin, vous voyez. Donc effectivement, pour moi, ces groupes-là, c'est des groupes où, de nouveau, il y a quelque chose de vivant avec ces différentes logiques, ces erreurs, la frustration. Enfin, vous voyez, je trouve que c'est super intéressant. Je ne sais plus comment. Caroline disait, j'étais frustrée. Mais super, moi je réhabilite aujourd'hui la frustration. Mais oui, parce que quand il y a de la frustration, il y a une envie de poursuivre. Enfin, j'imagine Caroline, oui, tiens, il y a des pistes, je peux faire ça, j'ai envie de revenir dans le groupe. Et ça, c'est vivant. Enfin, vous voyez, quand les gens sont complètement, avec plus aucune envie, enfin, vous voyez, qui subissent tout ce qui se passe au niveau institutionnel, au niveau sociétal, au niveau d'eux-mêmes, de leur vie, alors là, il y a quelque chose c'est plus vivant. Hein, voilà, c'est ce qui me vient sur la question du vivant. Et peut-être Karine peut témoigner sur cette question du vivant. Alors, je fais aussi un lien entre le vivant et le fait de se rencontrer physiquement, ce qui est propre au co-développement et à d'autres approches, bien sûr. Aujourd'hui, on a de plus en plus de choses qui se font à distance, par le numérique, par Internet, etc. Et moi, je me bats pour maintenir le co-développement physique, sous forme physique. J'ai des pressions pour faire du co-développement par Skype, pour faire du co-développement même sans même avoir la voix, juste le chat. Ça peut avoir un intérêt par ailleurs, quand on ne peut pas faire autrement, mais voilà, je relie aussi ça au fait de préserver ces espaces où on peut se rencontrer en chair et en os, quoi. Alors, je disais qu'on était pris par le temps. J'ai quelques minutes pour conclure et on me presse de conclure en disant mais il y a des dispositifs qui existent. Hein, donc, dans les petites pochettes que vous avez, Expression, on aime bien faire des lettres d'info. Peut-être que vous la recevez. Si vous ne la recevez pas, vous pouvez nous le dire sur des sujets très différents. Là, c'était plutôt sur l'intelligence collective, mais je pense qu'on va continuer sur la question des stéréotypes sexistes. Expression est composée d'une équipe pluridisciplinaire, donc avec des gens qui ont aussi des logiques différentes et des apports différents. Donc cette lettre d'info, n'hésitez pas à la demander si vous ne la recevez pas. Et ensuite, nous, on propose aussi des dispositifs de co-développement. Alors, ça peut être soit en intra dans les entreprises, mais là, en fait, on vous a mis 2 petites fiches où on a mis en place aussi un groupe de formation pour conduire des groupes. Donc, un dispositif pour former des animateurs au co-développement et aussi un groupe de co-développement. Expression, c'est un petit organisme. Donc là, on a eu de la chance d'être reçu à l'IRCAM aujourd'hui, qu'on remercie. Je ne sais pas s'il y a des personnes de l'IRCAM, mais Expression, nous avons nos locaux pas très loin d'ici. Avant, nous faisions des rencontres débats à la Gaîté Lyrique, mais c'est fini pour la Gaîté Lyrique, mais on a continué à faire vivre le partenariat local. Voilà, donc on a la chance de pouvoir faire cette rencontre ici aujourd'hui. Cette formation, on l'a fait dans les locaux d'Expression qui sont rue aux Ours. Donc c'est une formation qui peut vous aider à conduire des groupes de co-développement. Voilà. Et aussi, bien sûr, on peut faire de l'accompagnement interne. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés, que ce soit, parce qu'on voit bien, c'est difficile quand on apporte une situation, donc soit par exemple, vous vous inscrivez dans un groupe de co-développement où vous allez retrouver d'autres personnes, ça on en met en place un au sein d'Expression. La difficulté, c'est qu'il faut, au niveau des dates, avoir une disponibilité commune pour plein de personnes. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on ne donne pas de date. Dans les fiches, il n'y a pas de date, parce qu'on attend de pouvoir constituer le groupe. Expression, c'est un petit organisme, et ce qu'on appelle l'inter, c'est difficile pour nous, parce qu'il faut avoir des gens qui sont disponibles en même temps. Nous, ce qu'on fait surtout, c'est de l'intra aussi. Alors, l'intra, on conduit donc des groupes d'analyse de pratiques, des groupes de co-développement des pratiques, avec la différence que j'ai essayé d'expliquer rapidement tout à l'heure. Mais on anime aussi des dispositifs d'intervention psychosociologique, donc sur les risques psychosociaux et sur de la régulation institutionnelle. Parce que, vous voyez, quelquefois, quand c'est trop embourbé dans des conflits institutionnels, le codev, ça ne suffit pas forcément. Et il faut effectivement, je ne sais plus qui disait, je crois, tous les intervenants l'ont souligné, mais le fait que pour mettre en place ce type de groupe, et même pour croire en l'intelligence collective, il faut que ce soit porté au niveau institutionnel et au plus haut niveau. Sinon,
on rame. Enfin, vous voyez, moi, ça fait longtemps que j'essaye de mettre en place des groupes de codev dans une grande compagnie d'assurance. Ça y est, j'ai réussi, je forme les gens, mais les personnes n'arrivent pas à conduire leur groupe de codev parce qu'il n'y a pas de soutien suffisamment important sur les orientations managériales. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, donc, vous voyez, il y a tous ces dispositifs qui existent. En tout cas, merci pour votre participation. C'était important de construire cette intelligence collective avec vous ce matin. Et puis, bonne continuation à tous. Et merci à l'IRCAM pour son accueil.